Bien sûr, donc c'est le premier tome des souvenirs de Marcel Pagnol, qui s'appelle La gloire de mon père, et qui a été publié plutôt vers la fin de sa vie. Non, je veux dire après tous les films, après beaucoup de films qu'il a fait, dont nous parlerons cet après-midi, mais euh, La gloire de mon père a été publié, je crois, en 1957, il me semble. Et donc, est-ce que vous avez pu lire l'ensemble du livre? Vous, Oui. oui, Oui. vous avez aimé. Ce n'est pas du tout comme plusieurs choses que nous avons vues au Café littéraire, mais bon, je crois que ça met de bonne humeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pour moi, c'était merveilleux. Ah. Et pour moi, c'était comme... je sentais comme lui, comme Marcel, pendant la chasse, Oui. que j'étais presque dedans le roman, l'aventure, mais sans être exactement avec lui, non? Oui. En voyant toutes les aventures, mais un peu apartada, non? Bien sûr. Mais merveilleuse, le roman. D'accord. Ah oui, bon, vous faites, enfin, il y a évidemment la partie centrale de l'histoire, la plus spectaculaire, c'est pratiquement toute la deuxième moitié du livre, c'est les vacances dans la villa et principalement la préparation et l'épisode de la chasse. Bien sûr, et évidemment, c'est spectaculaire. Bien sûr. Est-ce que vous avez... Moi, j'ai bien aimé le relire puisque finalement, je l'avais lu au collège. C'est un livre qui est souvent donné à lire aux écoliers français et j'avais déjà un bon souvenir. Mais je l'ai relu avec plaisir, surtout que et je me rends compte que l'écriture est vraiment simple et facile à suivre et on rentre dans l'action très rapidement et il nous fait bien voyager dans cette époque. Oui. Et c'était très agréable et je l'ai lu très rapidement avec beaucoup de plaisir. D'accord. Donc, tu veux dire que tu trouves que c'est un livre très adapté pour les enfants? Je ne sais pas s'il est adapté pour les enfants spécialement, mais c'est que il est presque toujours recommandé Oui. par les professeurs. Oui. Même les 3 tomes, on doit souvent les lire. Il est souvent dans les programmes scolaires. Bien sûr. Justement parce que aussi c'est l'histoire d'un petit garçon, donc les jeunes lecteurs peuvent s'identifier plus rapidement. Oui. Mais c'est pas un livre spécialement pour les enfants. Moi, de mon côté, maintenant avec ma vision d'adulte, j'ai passé un très bon moment. J'ai pas senti à aucun moment que c'était infantile. Hein. Bien sûr. Non, je n'ai pas parlé d'infantile. Et bon, c'est un livre, c'est pas un livre scolaire, c'est un livre très populaire et que les enfants connaissent, enfin, lisent ou parcourent dès l'école. Hein. Donc, bon, c'est une question. Hein. Est-ce que c'est la lecture, est-ce que c'est pour les enfants? Je ne sais pas. Enfin, on va peut-être en parler. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Et ça m'étonne parce que en Espagne, ça ne se connaît pas presque. Oui. Pourtant, en France, c'est très important. Oui. Et je trouve qu'elle a la technique, c'est merveilleux parce qu'elle écrit comme c'est un enfant qui nous raconte toute l'histoire pour savoir, pour parler, par exemple, l'oncle, c'est
religieux, les parents ne sont pas. Et ça s'est raconté. L'oncle Jules. Oui. Et ça se raconte d'une façon sans jugement. Oui. Parce que oui, c'est très difficile à avoir des chassés, à raconter ça comme ça, sans donner je cherche le mot. C'est sans donner de jugement. Oui. Oui. Et justement, peut-être cet aspect de l'oncle religieux, l'oncle Jules, qui est proche de la religion, on va dire, et la famille directe, enfin, le père de Marcel, qui n'est pas du tout religieux et qui est presque anticlérical, eh bien, cette opposition, justement, est intéressante parce que dans la manière dont elle est présentée, et aussi parce que c'est une opposition qui traverse la culture française d'une façon presque constante. Donc, oui, ça montre que se peut vivre tous ensemble en respectant les autres, n'importe quoi l'autre personne doit croire. Oui. Et le plus important, c'est d'être famille, d'être aimable les uns avec les autres. Oui. Mais ça se raconte d'une façon qui semble être simple, oui, mais que c'est très difficile à obtenir. Oui. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Ça a une apparence de simplicité, mais en réalité, c'est pas très... Le contraire. Et je crois que c'est un livre éternel parce que les enfants peuvent lire, les parents peuvent lire aussi et trouver des choses merveilleuses. Je suis vraiment merveilleux. Très bien. Ah, alors l'Alliance va être fière d'avoir... Très bien. Merci, Béatrice. Est-ce qu'il y a d'autres... Un Carmen, oui. Ah, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a un non? Pas d'autres réactions comme ça, plutôt générales? Très bien. Alors, est-ce que nous pouvons parler des différentes parties du roman? Je ne sais pas d'abord si c'est un roman ou une biographie. C'est un peu des deux, je crois. Quel est le passage qui vous a le plus impressionné, le plus plu ou le plus contrarié, si un passage vous a contrarié? Quel est le passage que vous avez le plus aimé? Oui, là. Pour moi, c'est la discussion, la conversation entre les deux frères. Oui. Les mensonges et les mentir entre les adultes et les enfants et surtout la fraternité que les deux frères ont entre eux et la manière que comment s'appelle le petit frère? Paul. Paul, oui. La manière que Paul aime son frère aîné, que elle lui estime beaucoup. Et pour moi, m'a attiré l'attention. Bon, c'est une relation parfois un peu... Bon, il y a quelques petites tensions entre les deux, mais c'est une relation très forte, bien sûr. Par exemple, à la fin, Marcel ment à son petit frère. Le petit frère s'en rend compte, lui dit qu'il a menti, que c'est pas bien, mais en même temps, il l'aide. Il est prêt à l'aider. Il le comprend et il est prêt à l'aider. Oui.
bien sûr. Il y a toute une réflexion sur le mensonge, parce que ce n'est pas seulement les enfants qui mentent, ce sont les adultes aussi qui mentent aux enfants. À la fin de... Oui, d'autres... J'aimais beaucoup le voyage pour aller au village et le paysan. Oui. J'aimais beaucoup la relation entre les deux frères, mais aussi comment il a décrit le paysan et les anecdotes dans tout le livre, mais l'anecdote de pourquoi les montagnes ont deux noms. Et la réponse de paysan qu'il dit quand le père lui demande pourquoi les montagnes ont deux noms, et le paysan lui dit vous avez deux noms, moi aussi j'ai deux noms. Des choses comme ça. Tout le livre avait des anecdotes comme ça. C'était, il y a seulement 18 kilomètres entre Marseille et le village. Oui, ça ne doit pas être très loin, en tout cas. Non. Ça ne doit pas être très loin parce qu'ils prennent le tramway jusqu'à la banlieue de Marseille, donc peut-être quelques kilomètres, pas beaucoup, et après ils marchent. Et après, ils poussent, enfin ils marchent ou ils poussent la charrette. Donc, ils ne vont pas faire beaucoup de kilomètres en marchant et en poussant la charrette. Donc, ça doit faire en tout peut-être 18-20 kilomètres, mais pas beaucoup plus. Hein? En journée, en voyage de toute la journée, non? Voilà. Je ne me souviens pas de combien d'heures, mais c'était presque tout le jour, non? Bien sûr, parce qu'ils s'arrêtent pour déjeuner, pour pique-niquer, on va dire. Donc, ils passent toute la journée. Hein? D'accord. D'autres réactions? Ce que vous disiez, Martin, sur les réflexions. D'abord, il y a, je crois, de l'humour. Il y a beaucoup de réflexions humoristiques qui font rire ou qui sont tout simplement ironiques. Et il y a aussi des réflexions un peu, pas philosophiques, non, mais des réflexions un peu sérieuses, enfin, au moins dans les apparences. Il y a des réflexions sur la vie, sur le bonheur, sur les relations. Il y en a une, par exemple, sur qu'il aimait beaucoup son père. Il aime beaucoup son père, bien sûr. Et je crois que c'est le père, il me semble, qui fait une relation, une comparaison entre l'amour pour le père et l'amour des Français pour le président de la République. Le président de la République. Alors, évidemment, c'est un peu ironique, ou enfin, c'est un peu amusant au moins. Et il y a beaucoup de réflexions un peu sérieuses, mais un peu légères peut-être, ou sérieuses, je ne sais pas. Vous avez noté cet aspect un peu philosophique ou moral plutôt que philosophique. Non? Ah, d'accord. Par exemple, il nous dit que notre raison au début, ah oui, d'abord il y a la présentation, il y a toute une présentation du genre de son livre, et il y a aussi une présentation de sa famille, un peu intemporelle, où c'est la personne adulte qui présente sa famille, hein, au début du livre. Et puis après, il parle de l'histoire. Il présente bien sûr le problème de la laïcité et de l'Église, que non, on retrouve dans tout le livre. Et après, il fait des réflexions sur l'histoire. Et il dit, j'ai noté, il parle de la raison dans l'histoire peut-être. Et il dit que la raison sert le plus souvent à justifier nos croyances. Alors, si la raison sert à justifier les croyances, évidemment, c'est une position un peu... C'est pas très habituel de dire cela.
vous comprenez, vous avez noté d'autres remarques sérieuses En France, c'était complètement différent à Espagne, non, à l'époque. Et la position des professeurs oui. et avec la religion, parce que son père était athée, non? Bien sûr, athée? Bien sûr. Totalement, non? Et j'aimais beaucoup la relation de les sœurs, de la tante avec la mère, Oui. quand le père et l'oncle commençaient, toutes les fois qu'ils commençaient à disputer. Et les sœurs savaient juste exactement quand elles devaient les séparer et changer de thème ou quand Rose, non, la sœur de la tante, Oui. lui avait dit à Jules de chercher les escargots, non? Oui. C'est que tout le monde savait, selon Marcel Pagnol, non? Et le point, quand on pouvait parler d'un thème, sans offender, non, offendre, offenser l'autre personne. Et j'aimais ça beaucoup. Oui, oui, bon, c'est la présentation des conflits, des conflits idéologiques, je ne sais pas, mais enfin du dialogue tendu entre différentes positions sur des choses. Et évidemment, le roman nous montre que le dialogue existe. Même si les positions sont clairement établies, le dialogue existe. Et les différences n'empêchent pas une vie en commun. C'est une présentation, bien sûr. Peut-être que dans votre pays, je ne sais pas, vous faites allusion à l'Espagne, je n'ai pas trop d'opinion, ou plutôt je n'ose pas l'exprimer, mais évidemment c'est peut-être un peu différent. D'accord? D'autres choses? Non? Est-ce qu'il y a... Oui, Béatrice. Oui, il y a une part qui parle de choses et pour moi, c'est la deuxième fois que j'ai découvert ça dans un livre. Oui. C'est quand Marcel c'est le petit frère qui s'appelle Paul. Oui. Essaye de faire comme des expériments avec les petits animaux qu'ils vont trouver, les insectes. Et par exemple, les mantis religieux. Oui, les mantes religieuses. Il essaye de faire des batailles. Oui. Et ça s'est raconté comme les enfants le font, de la même façon. Et après, il y a une scène où ça, un amant qui nous reste, qui est une mantis. Et ça qu'il va faire, c'est les faire se battre avec les fourmis. Avec les fourmis. Les fourmis, oui. Et ça existe aussi, c'est la deuxième fois que je lis ça parce que j'ai lu la même chose dans Cortázar. Dans Cortázar. Oui, Cortázar, elle a la même scène. Oui. Mais dans le cas de Cortázar, ça s'agit d'un vermeil contre les fourmis. Et je me souviens que la première fois, ça me donne beaucoup d'angoisse de lire ça. Mais en même temps, c'est encourageant parce que ça décrit une situation très difficile. Bien sûr. Et c'est très bien écrit. Et ici, Marcel Pagnol, lui, a fait la même chose. Et c'est pour moi, c'était comme un choc parce que c'est comme relire et avoir les mêmes situations. C'est parce que je crois qu'un écrivain
oui. se peut parler des choses dont ne se peut pas parler. Normalement. Normalement. Oui. Oui, parce que c'est trop, pour moi, la situation, oui, ça fait peur et ça fait angoisse. C'est très bien décrit, mais parlant de ça, c'est trop difficile. Bien sûr. Mais en écrit, j'étais vraiment surprise oui, de trouver la même chose des fois dans ma vie. D'accord. Je ne sais pas si peut-être que Cortázar, il connaissait beaucoup la littérature française. Bon. Et peut-être qu'il connaissait Marcel. Je ne sais qui l'écrit d'avant ou si ce sont des choses complètement différentes. Mais le sens, c'est très rassemblable. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez dans quel livre de Cortázar il y a? Oui, en effet, c'est Rayuela. Rayuela, d'accord. Mais vous savez que Rayuela se peut lire de deux façons. Oui. C'est dans le livre plus long. D'accord. D'accord. Très bien. D'accord. Bon. Est-ce que je peux rebondir sur les insectes, justement? Parce que moi, ça m'a plu de voir cette nature pleine de vie. Justement, je sais pas, on est dans les années 30 ou 20, ou même non, oui. Et oui, tu faisais un pas dans la nature et tu pouvais rencontrer énormément d'insectes, et ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Donc, c'était ça. Ma vision maintenant d'adulte sur ce texte, c'était une nostalgie de la vie sauvage qui était abondante et qui est bien décrit, puisqu'ils n'ont qu'à faire un pas et ils trouvent déjà des insectes à attraper. Maintenant, quand on se promène, ce n'est pas du tout le cas. Dans la nature, on a plutôt du mal à trouver des insectes, c'est de plus en plus rare. Et donc, j'ai trouvé ça beau de revoir, de revivre, de vivre, enfin, en tout cas, à travers les yeux de l'enfant, cette abondance de vie sauvage qu'on retrouve aussi au moment de la chasse, puisqu'ils ont presque qu'à se baisser. À chaque instant, il y a des oiseaux et d'autres proies. Voilà, donc c'était mon petit côté nostalgique sur une époque où il n'y avait pas encore autant d'extinction d'espèces. Je dirais que Marcel Pagnol est un spécialiste de la nostalgie. Pour nous rendre nostalgiques, c'est un spécialiste. Nostalgique de la vie familiale, nostalgique de la vie à la campagne, de la vie, je ne sais pas, agréable, je ne sais pas, mais de la vie, oui. Et de l'enfance. Et de l'enfance. Ça, c'est un autre point qui m'a maintenant marqué, parce que j'ai lu ce livre avec des yeux d'adulte et j'ai trouvé qu'il était très fort pour se rappeler le mécanisme qu'ont les enfants, comment ils pensent et comment ils appréhendent la vie. J'ai noté, par exemple, il y a une référence. Il dit « C'était un mercredi, le plus beau jour de la semaine, car nos jours ne sont beaux que par leur lendemain. » Alors là, on peut comprendre cette anecdote parce qu'à l'époque, le jour où il n'y avait pas classe, c'était le jeudi. Donc là, on est vraiment, mais vraiment, ça m'a rappelé moi aussi quand, où ça, en fait, c'est pas seulement les enfants, on est toujours content de savoir que le lendemain, on va pas travailler ou on va pas à l'école, mais c'est ce côté de, par rapport je trouve que c'est tellement bien dit, hein. Nos jours ne sont plus beaux
ne sont beaux que par leur lendemain, parce que justement, il savait qu'il allait être libre. Et voilà, on ressent bien ça comme les enfants. Bien sûr. Il y a une autre citation que j'ai prise par rapport à cette sensation qu'ont les enfants par rapport au temps qui passe. Hein? Alors, il dit, si par hasard un jour, vers la fin des temps, ça c'était à page 88, j'étais forcée de retourner à l'école. Vers la fin des temps, c'est-à-dire la fin des vacances finalement. Et pour lui, c'est tellement loin que ça devient la fin des temps. Je trouve que c'est extrêmement bien exprimé. Comment pour les enfants, le temps s'étire et devient très très long, surtout quand ils s'amusent. Et donc, il y a plein de détails. Donc, la bataille des insectes aussi, c'est vrai que c'est plutôt les enfants qui aiment comme ça faire les petits garçons, des batailles avec les petits animaux vivants. Mais il y avait un autre passage, c'était sur le mouchoir. Quand il parle du mouchoir que sa mère lui donne et qui est normalement pour donc les crottes de nez, comme on dit, mais que lui, il ne l'utilise pas comme ça, parce que bien sûr, avec les crottes de nez, il peut utiliser sa main. Alors ça, c'était vraiment aussi un passage qui me semble très, très, très enfantin et qui vraiment exprime, rappelle des souvenirs. On a tous vu ça, pensé ça, et je crois que c'est assez universel, et pour ça, il est très fort, Pagnol, hein, je pense. Bien sûr. Pagnol, pour nous mettre dans la peau de l'enfant. C'est le mélange des pensées d'un enfant, des pensées d'un adulte et des pensées d'un enfant exprimées à travers l'adulte. Et donc, évidemment, ça donne une diversité de points de vue, de récits qui est très agréable, bien sûr. Mais moi, je crois que très souvent, c'est l'adulte qui parle pour raconter l'enfant, bien sûr. Hein? Et ça se sent. Est-ce que vous avez d'autres moments du livre qui vous ont plu particulièrement? Oui. Pour moi, c'est très intéressant la salle de bain qu'il doit il doit prendre son bain, mais ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre l'eau coulante, il fait comme des bruits, mais il ne se nettoie pas. Il ne se baigne pas. Non, pas du tout. Et quand lui et son frère, et après, ils sont en vacances et ils vont jouer les Indiens. Quand ils retournent pour manger chaque jour, les parents disent notre sacré coutume, c'est de s'élever les mains pour être en paix les Indiens avec le blanc. C'est comme ça, oui, comme ça, le père les essaye de s'élever parce qu'ils sont en paix comme des enfants. Il y a aussi, vous avez raison, il y a aussi l'aspect du père et de la pédagogie du père, des réflexions pédagogiques. Le père, c'est un instituteur, alors bien sûr, et ça, l'histoire de se laver les mains, il s'adresse comme s'il parlait à un Indien, parce que les enfants jouent aux Indiens, et il s'adresse à l'Indien et il rentre dans le jeu pour lui dire que l'Indien va se laver les mains, bien sûr. Et donc, l'enfant accepte le jeu. Dans le rôle éducatif du père, il y a d'autres choses peut-être un peu moins agréables présentées dans le roman, qui est par exemple, une autre chose qui est par exemple la dictée. Le père qui ne perd pas son idée d'éducation grammaticale ou orthographique, il fait faire de temps en temps des dictées à l'enfant pendant les vacances. Vraiment, il exagère. Hein? Et donc, il y a quelquefois la dictée, et il y a une dictée très, très intéressante qui est
la dictée de la grappe de raisin. Vous vous souvenez de la grappe de raisin? Ils prennent un monsieur, c'est l'histoire d'un monsieur qui trouve une grappe de raisin, qui la rapporte chez lui et qui la donne à sa femme, je crois, mais la femme ne touche pas au raisin, la donne à son fils pour qu'il le mange, et le fils n'y touche pas non plus, il le donne à sa sœur qui n'y touche pas non plus et qui le remet sur l'assiette du père au repas suivant. Et le père est tout ému de retrouver la grappe de raisin. Et c'est un peu une histoire qui rentre aussi, cette histoire de la grappe de raisin, rentre aussi dans le débat religion et laïcité. Parce que c'est un texte de Lamennais. Il nous le dit, c'est un texte qui est pris dans les écrits de Lamennais, un religieux du 19e siècle. Et donc, c'est en même temps une critique et ça bon, je ne sais pas, de l'option religieuse, je ne sais pas comment le dire, et ça donne lieu à une discussion entre le père et l'oncle, parce que l'enfant n'a pas compris le sens religieux du texte. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Oui. J'aimais beaucoup la fin du livre avec quand Marcel parle de son père et la photo. Que pour le père, avant se faire une photo avec un poisson, non? C'était pour le père terrible, non? Mais son orgueil, et on peut le voir avec tout le monde comme enfant, mais peut-être c'est ce que vous avez dit, qu'il le voit maintenant comme un adulte, non? Quand il écrit le livre. Mais aussi que le père a cédé un petit peu avec le curé, non? Parce que pour lui, il y avait aussi un conflit pour le père et de se relationner, non? Avec un curé et il, peut-être parce que c'était un petit village, je ne me souviens pourquoi, mais la fin du livre, la relation du père avec la photo et le curé, c'était intéressant.